Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence à part, consacrée cette fois-ci à Path of Glory, les Sentiers de la Gloire en français, réalisé par Stanley Kubrick, basé sur le roman du même nom de Humphrey Cobb, publié en 1935. Le livre a été adapté par le cinéaste en collaboration avec Calder Willingham et Jim Thompson, et le film est sorti sur les écrans en 1957. L'histoire se déroule pendant la Première Guerre mondiale, plus précisément en France, en 1916. Le colonel Dax, joué par Kirk Douglas, a pour mission de mener ses hommes à prendre assaut d'un fort nommé Ant Hill, coûte que coûte. Mais cette tâche s'avère quasiment impossible, voire suicidaire, et logiquement les soldats français se sont fait en partie massacrer, et tout le monde a dû partir en retrait pour éviter des pertes encore plus inutiles. Devant cet échec, le général Miro, joué par George McReady, malgré ses ordres très controversés, décide, avec le général Broulard, incarné par Adolphe Menjou, de prendre 3 soldats au hasard et les faire exécuter pour l'exemple. Devant cette aberration, le colonel Dax va décider de prendre la défense de ces soldats en se proposant d'être leur avocat durant le procès militaire. La guerre a très souvent été présente dans la filmographie de Stanley Kubrick, que ce soit dans son premier long-métrage, Fear and Desire, en 1952, les séquences de bataille de Spartacus en 1960 ou de Barry Lyndon en 1975, la version farce satirique avec Dr Flamond en 1964, qu'elle soit momentanément fantasmée comme dans Orange Mécanique 1971 ou le cœur du sujet comme dans Full Metal Jacket 1987. Comme on peut le constater, la guerre et ses thématiques sont souvent traitées mais toujours de manière différente. Les époques changent, les tons et les intentions également. Les Sentiers de la Gloire se situent pendant la Grande Guerre en France et dénoncent une absurdité si terrible qu'elle a été d'autant plus maintes fois prouvée à travers témoignages, documents officiels, etc. La séquence sur laquelle nous allons pencher se situe après le fiasco de l'attaque d'Ant Hill. Le colonel Dax est convoqué dans le château où ont pris place les hauts gradés de l'armée française pour tenter de donner une explication auprès des 2 généraux cités plus haut. Mais la discussion a s'avéré aussi impossible que l'attaque, et c'est là que la décision de prendre 3 soldats pour les condamner à mort pour l'exemple de lâcheté envers l'ennemi et désobéissance directe à un ordre d'un supérieur hiérarchique va se mettre en place. Mettre en scène des personnages assis qui discutent entre eux semble être le minimum syndical de la mise en scène. On filme l'un, puis l'autre, puis un autre à chaque fois qu'il y a une réplique prononcée ou une réaction. Chant, contre-chant, rien d'intéressant, c'est de la grammaire basique du langage cinématographique. Kubrick décide ici de commencer sa séquence en bousculant un peu cette attente. Nous voyons le général Miro, en plan rapproché de taille, de profil droit. Sa réplique est déjà agressive et accusatrice. Devant la fermeté de ce dialogue, la caméra panote gauche-droite pour montrer les autres interlocuteurs, le colonel Dax au centre et le général Broulard à droite. En gros, nous commençons par l'accusateur, l'accusé et celui qui doit trancher. C'est pour cela que Kubrick choisit de découper ce début de séquence. Dax est celui qui a le plus besoin d'un allié pour s'en sortir, d'où les 2 personnages dans le même cadre, Dax et Broulard, et Miro, lui, sera tout seul. En un seul panoramique inattendu, le cinéaste pose les postures des personnages et leur rôle à jouer durant cette importante discussion. Après avoir d'entrée cassé la dynamique du champ contre champ avec ce panoramique, le spectateur, plus ou moins consciemment, sait qui est où et pourquoi. Kubrick peut donc se permettre de revenir au découpage plus classique. On se rapproche de Miro, en plan rapproché taille serrée, toujours tout seul, dans l'accusation. Cette fois, pas de mouvement de caméra, mais une coupe, avec le contre-champ des 2 personnages, Dax et Broulard, dans la défense et l'arbitrage. Lorsque Miro s'en prend directement à Dax, celui-ci se retrouve tout seul dans le cadre. Dès que le général parle de ses hommes, le colonel est toujours avec Broulard dans le cadre. Kubrick y montre une nouvelle manière de montrer cette confrontation avec ce plan où l'on voit pour la première fois les 3 personnages au sein du même cadre. Miro à gauche, Dax à droite, et Broulard au centre, mais de dos et en contre-jour, censé être entre les 2 oppositions. La discussion continue avec les mêmes plans. Miro veut faire exécuter une centaine d'hommes pour l'exemple. Broulard commence à prendre la parole. Au bout d'un moment, le général commence à prendre des décisions en réduisant le nombre à une dizaine, et c'est juste à cet instant que le personnage se trouve pour la première fois dans le cadre en plan rapproché de taille. Miro montre son désaccord, mais cette fois-ci, Broulard s'affirme en gros plan. L'arbitre temporaire prend le contrôle de la discussion. Miro accepte, à contre-cœur, en réduisant une dizaine à 3 hommes. Kubrick revient au découpage initial, Dax et Broulard ensemble. Ce dernier dit à Miro qu'il est devenu plus raisonnable. Sur cette parole, on s'éloigne un peu plus du général Miro, comme pour montrer son soulagement.
il a un peu plus d'espace, d'air, et il a exprimé ainsi l'idée d'organiser un procès dans la cour martiale militaire à 15 heures dans cette même journée. Contre-champ, plan sur Dax et Broulard, ce dernier affirmant qu'il ne sera pas au procès. Plan de réaction de Miro, en plan rapproché une nouvelle fois serré, qui montre la pression montée car elle ne sera pas soutenue par la présence de son confrère. Dax propose d'être l'avocat des futurs soldats et Broulard l'accepte, car ils sont dans le même cadre. La décision est prise, les trois hommes se lèvent en plan italien, Dax rappelle qu'il n'a pas beaucoup de temps pour organiser sa défense, serre la main de l'arbitre de la discussion, mais pas celle de l'accusation, et se retire. Nous avons donc vu que par la précision du découpage, du placement des comédiens dans le cadre et la rigueur de la discussion, nous pourrons avoir une séquence parfaitement cohérente, qui respecte sa narration à la fonctionnalité apparente des personnages. Cette séquence est presque construite comme un duel. Trois personnages s'opposent. Broulard parle calmement, sa voix est douce, il sourit souvent, mais il manipule constamment la conversation. Son pouvoir réside dans le langage. Il ne donne jamais directement un ordre, il conduit progressivement son interlocuteur vers la conclusion qu'il souhaite. Il représente la bureaucratie. Miro, à l'inverse, est impulsif. Sa colère révèle son inquiétude, il comprend que son prestige est menacé, sa violence verbale contraste avec le calme presque aristocratique de Broulard. Dax adopte lui une position intermédiaire. Il reste respectueux, mais il refuse progressivement le langage officiel. Il parle au nom des faits, des soldats et de la justice. Il est le seul personnage qui tente encore de défendre une vérité morale. À ce moment-là du film, le spectateur connaît la vérité. Il sait que l'assaut était impossible, que Miro est responsable et que Dax est en train de tout tenter. Les personnages, eux, discutent comme si ces faits étaient secondaires. Cette distance crée une ironie extrêmement forte. Le spectateur assiste à la fabrication d'un mensonge officiel. Cette séquence dépasse largement la Première Guerre mondiale. Kubrick montre comment une institution peut fonctionner sur une logique autonome. Les individus deviennent interchangeables, les décisions sont prises non pour être justes, mais pour préserver le système. On peut rapprocher cette représentation de ce que le sociologue prussien Max Weber appelle la rationalisation bureaucratique. L'organisation poursuit sa propre logique au détriment des considérations humaines. On peut également penser aux analyses de la politologue et philosophe germano-américaine Hannah Arendt sur la dissociation entre responsabilité morale et fonctionnement administratif. Si l'assaut montre comment les hommes meurent, cette séquence explique pourquoi ils peuvent mourir. L'une expose la violence physique, l'autre révèle la violence institutionnelle. C'est ici que Kubrick fait comprendre que le véritable adversaire n'est pas seulement l'armée allemande, mais un système hiérarchique où l'ambition, le prestige et la préservation de l'autorité l'emportent sur la vérité. C'est pourquoi cette séquence, bien que peu spectaculaire, est l'une des plus importantes des Sentiers de la Gloire. Elle révèle que, chez Kubrick, la mise en scène du pouvoir est aussi importante que celle de la guerre. Les salons du château deviennent de véritables champs de bataille. C'est là que se décident les destins des hommes, dans un décor d'ordre et de raffinement qui contraste violemment avec la boue des tranchées. Cette position donne au film sa portée politique et fait de cette séquence l'un de ses centres névralgiques. Il y a cependant un autre élément qui interpelle. C'est le décor, justement, et l'utilisation des peintures encadrées. Le titre du film provient du vers d'un poème de Thomas Gray, The paths of glory lead but to the grave. Les sentiers de la gloire mènent à tout sauf au cercueil. Quelle ironie démesurée. Ici, nous voyons des tableaux qui représentent justement ces gloires. Ils semblent célébrer les généraux, la joie de vivre, des figures, des fêtes, des victoires. Mais cette gloire est uniquement picturale. Dans Barry Lyndon, les personnages sont composés comme des tableaux du XVIIIe siècle. Dans Orange Mécanique, les œuvres d'art cohabitent avec une violence extrême. Dans Shining, les photographies racontent un pouvoir qui traverse le temps. Chez Kubrick, l'art n'est jamais uniquement décoratif. Il sert souvent à montrer la permanence des systèmes de domination. On peut déjà voir cette idée naître dans les Sentiers de la Gloire. Ici, les tableaux ne semblent jamais être de simples accessoires. Ce qui saute immédiatement aux yeux est que Kubrick ne les traite jamais comme un fond indistinct. Dans cette séquence, les peintures sont parfaitement éclairées. Elles restent visibles malgré la profondeur de champ. Elles occupent une position centrale dans la composition. Et elles sont constamment associées, semble-t-il, aux personnages. Cette peinture derrière Dax et Broulard est particulièrement étonnante.
on distingue un groupe de personnages réunis autour de musiciens. Il ne s'agit manifestement pas d'une scène militaire. Nous sommes probablement devant une fête galante, une scène de concert, une réunion aristocratique, oisive. Autrement dit, le décor parle du plaisir du vivre ensemble. Pendant que Dax vient d'assister au massacre de centaines d'hommes, il discute sous une peinture représentant des gens qui jouent de la musique. Le contraste est presque insupportable avec le recul. Pourquoi Kubrick choisit-il cette image? Parce qu'elle rappelle que les généraux vivent hors de la guerre. Ils sont dans un univers où la culture, le luxe et les divertissements continuent d'exister. La guerre est absente. Ils peuvent donc parler de sacrifice avec une incroyable désinvolture. La peinture souligne leur déconnexion. Dans ce château, qui est l'exacte opposition de la concrète brutalité des tranchées, tout est représentation. Tout est culture. Tout est esthétique figée. Les murs sont remplis de tableaux, de portraits, de sculptures, de dorures. Autrement dit, plus les personnages ne sont pas sur le terrain, plus ils sont entourés de représentations idéalisées. Les tableaux fonctionnent comme des écrans. Ils cachent la guerre. Ils permettent aux généraux de vivre dans une représentation idéalisée du monde. Ils ne regardent jamais les blessés, les morts, les tranchées. Ils passent et regardent des tableaux. Leur perception du réel est médiatisée. Dax est le seul personnage qui passe constamment d'un monde à l'autre. Il vient du réel. Il sort de ce monde des représentations. Il traverse ce musée du pouvoir sans jamais s'y fondre. Cela rejoint son statut moral. Il appartient encore au monde des hommes. Les autres appartiennent déjà au monde des institutions. Dans l'ouvrage « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique », le philosophe allemand Walter Benjamin explique que les images participent à la construction d'une mémoire historique et d'une légitimation du pouvoir. Sans prétendre que Kubrick illustre directement Benjamin, on peut dire que les tableaux du château donnent une profondeur historique à l'autorité des généraux. Ils inscrivent leur pouvoir dans une continuité culturelle prestigieuse qui le rend presque naturel. On peut également penser aux théories sur le pouvoir du philosophe français Michel Foucault. Le château n'est pas seulement un décor, c'est un dispositif. Son architecture, ses portraits, ses perspectives et ses objets produisent un espace où le pouvoir se met lui-même en scène. Les tableaux ne décorent pas l'autorité, ils la rendent visible et respectable. Kubrick ne se contente pas de poser la boue des tranchées au luxe du château, mais y construit une véritable rhétorique visuelle du pouvoir, où les œuvres d'art participent à la légitimation d'une violence institutionnelle. Pour conclure, avec tous ces choix cohérents de découpage, afin de montrer un moment pivot du destin de plusieurs innocents, avec l'utilisation rigoureuse des décors et l'intelligence d'une mise en scène d'une simple discussion avec 3 personnages, il est admirable d'y percevoir toutes ces caractérisations se condenser dans cette séquence, décidément à part.